Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le sol, il n'y a pas que de la matière organique organique, donc issue de la vie. Il y a aussi du carbone qui vient, qui est du carbone inorganique. Et puis c'est le SiC, Soil Inorganic Carbon. Il est peu étudié et les quantités sont pas incroyables. Je reviendrai après sur les ordres de grandeur. Donc là, c'était un peu pour le speech. Je disais, ben, maintenant on fait la transition, on décide de convertir une prairie en culture, et qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on retombe sur une courbe logarithmique un peu comme au début, mais dans le sens inverse cette fois. Alors, vous vous souvenez de cette courbe-là? Donc la matière organique qui est haute au début, en prairie par exemple, et on convertit la parcelle en culture, et du coup on a une perte, parce qu'on laboure et qu'on travaille le sol, etc. On a une perte de matière organique qui est logarithmique mais décroissante. Ici, c'est l'inverse. Ça veut dire qu'on part avec un taux de matière organique qui est plutôt bas, et on le régénère. Et du coup, c'est la même courbe, mais inversée. Donc ça va vite au début, et ensuite on atteint un plateau, comme ici. Ok. Ce qui est important dans cette citation, c'est de retenir que, ici il parle de sink saturation. Ça veut dire la saturation du puits. Lol. On voit ici que au bout d'un moment, il n'y a pas de mesure sur l'axe horizontal, mais au bout d'un moment, on arrive à un plateau. Et comme je disais, c'est pas un plateau vraiment, c'est juste une stabilisation. Où en fait, c'est très difficile d'augmenter plus à partir d'un certain niveau. Et justement, ce niveau-là, donc là où c'est plus ou moins plat dans le graphique, c'est ce qu'on appelle la saturation du puits, quand on parle de puits de carbone. C'est comme, bah, il faut se représenter un puits, un trou dans le sol, et puis on peut mettre du carbone jusqu'à un certain point. Au bout d'un moment, ça déborde. Et ben ça, c'est la saturation, c'est quand il n'y a plus de place. Et ce qui est important, donc ce que cette étude relève, c'est que pour atteindre cette saturation, il faut environ 100 ans dans les climats tempérés. Donc cette courbe-là, la régénération des sols vers un état stable et maximal de teneur en matière organique ou en carbone du sol, c'est environ 100 ans. Et probablement que ça varie énormément d'un sol à l'autre. Et il parle des climats tempérés parce que dans les climats tropicaux, c'est plutôt quelque chose comme 50 ans de mémoire. Il y a je mettrai les références en description. Par contre, pour la dégradation, ça peut aller plus vite. Si on a un travail du sol ultra intensif, comme montré avant, ça peut prendre 10 ans pour diviser par 2. Puis suivant le taux qu'on a au début, on atteint un niveau très, très dégradé en très peu de temps. Mais du coup, la conclusion, c'est que ça prend très peu de temps à dégrader, mais beaucoup plus de temps à régénérer. Donc en fait, ce qu'il faut absolument, là où il faut absolument mettre le focus, c'est sur la conservation, et pas sur la régénération. Même si la régénération est importante à long terme. À court terme, c'est la conservation qui est la plus importante. Ok. Donc je parlais de puits. Puits de carbone dans le sol. Qui atteint une saturation. Donc le puits, c'est vraiment comme une quantité finie. On peut pas mettre plus. On peut mettre beaucoup moins, mais on peut pas mettre plus que ce que le puits permet de mettre. Bon, pour la suite, je suis obligé d'introduire un concept sous forme graphique. Alors, pour commencer, donc, ce que ce tableau représente, c'est le niveau de carbone. Et donc là, il parle de SOC en bleu tout en haut. C'est le Soil Organic Carbon.
donc le carbone stabilisé dans les micro-agrégats. Et je le rappelle, cette stabilisation, pour atteindre le niveau maximum, ça prend environ 100 ans. Donc là, ce tableau, il montre différents niveaux. Et puis, tout à gauche, on a le biome, donc les forêts tropicales, les forêts machin, les trucs. Et puis, horizontalement, on va pas aller trop loin. On va juste se focaliser sur les 3 premières colonnes, enfin les colonnes 2, 3, 4, donc sur la profondeur. Et on voit, le premier encadré rouge, que les forêts de feuillus et mélangées des climats tempérés, il y a un taux de carbone du sol qui est de 161, 303 et 434. On s'en fout des chiffres, c'est juste l'ordre de grandeur, enfin l'ordre de grandeur qui est important. Et si on descend donc dans l'encadré en dessous, on voit que grasslands, c'est les prairies de climat tempéré. On a 37, 70, 95. Alors, ça c'est vraiment une illustration, et je reviens après sur la complexité de pourquoi ces chiffres sont tout le temps remis en question. Mais pour le moment, prenez ça comme argent comptant. Les forêts tempérées, quelle que soit la profondeur relative, le taux de carbone du sol est toujours plus important que dans une prairie. Et j'imagine que vous vous y attendiez un petit peu. Il y a plus de matière organique dans un sol de forêt, grâce aux racines des arbres, etc. Ils vont plus profond, et voilà. Qu'est-ce que ça montre, ça? Ça montre ce que je vais essayer de vous représenter de manière graphique, dessinée à la main. Ok, alors, on a ici, si on fait le graphique, axe vertical, c'est le taux de carbone du sol. On va mettre pourcentage. Et donc ça inclut tout le carbone, donc la matière organique et le carbone du sol, carbone stabilisé. Je rappelle un truc au passage, quand je dis carbone du sol, donc carbone stabilisé, ça ne veut pas dire qu'il est stabilisé pour toujours, hein. Les micro-agrégats, ils finissent tôt ou tard par se défaire et se refaire. C'est un cycle. Pardon. Et donc, ces micro-agrégats-là, en se décomposant, qui minéralisent, qui relâchent des minéraux pour les plantes, etc. De la même manière que la matière organique, donc les résidus végétaux. Ok, alors le graphique. On a le taux de carbone total, matière organique et carbone du sol, en vertical. Et on va dire le temps en horizontal. Imagine, on a un taux de matière organique. Je ne vais pas mettre d'échelle parce que c'est pas ça qui est important, c'est vraiment le comparatif, les ordres de grandeur. Alors, on a un niveau de base qui est, on va dire, bon, je vais pas le mettre là, je vais le mettre ici. Alors, ça c'est un niveau, par exemple, d'une prairie. Donc, je vais dessiner des petites fleurs, etc. Et des petites herbes. Ok, ça c'est une prairie, ça c'est le taux de carbone qu'on a dans une prairie. Je fais juste une petite parenthèse pour expliquer cette histoire de plateau, pourquoi les plateaux sont horizontaux, pourquoi est-ce que dès qu'on a un écosystème stable à l'état d'équilibre, le stock de carbone du sol sous cet écosystème ne bouge pas. Si on prend une prairie par exemple, il y a les plantes de la prairie qui vont vivre et stocker du carbone dans leur construction. Et ensuite, dès qu'elles vont se décomposer, il y a une partie de ce carbone qui va directement être respiré et repartir sous forme de CO2. Il y a une partie qui va être stockée dans le sol, mais qui va aussi finir tôt ou tard par se décomposer et repartir dans l'atmosphère. Donc en fait, c'est un circuit à l'équilibre qui fait qu'il y a autant de carbone qui entre que de carbone qui sort. Donc au final, le stock du sol ne change pas. Mais dans la réalité, c'est pas aussi simple. Mais je reviens là-dessus à la fin de la présentation. Ensuite, si on plante des arbres dans cette prairie-là, ce qui va se passer, c'est que on va monter vers
une forêt. Et je dis bien monter, parce que comme on le voit dans ce graphique-là avec les deux encadrés rouges, le taux de carbone du sol dans une forêt est plus important que celui d'une prairie, en climat tempéré. Et le climat tropical, je crois que c'est pareil, mais on s'en fout, parce que c'est pas chez nous. Donc on monte vers la forêt. Ensuite, de la forêt, si on déforeste, et qu'on coupe les arbres, et qu'on revient vers une prairie, et ben, tac, ça redescend. Et puis là, on a de nouveau nos petites fleurs, nos pâquerettes, nos machins. Et de ce niveau de la prairie, si on laboure, je sais pas si vous vous souvenez du graphique du tout début logarithmique qui descend là, et ben c'est exactement ça. Si on laboure pendant 10-15 ans, et ben on se retrouve avec ce qu'on appelle une jachère nue, avec si on a des plantes cultivées, je fais un ou deux maïs, voilà, enfin vous avez compris l'idée. Et après on a ce taux, cet état stable, entre guillemets, qui est pas vraiment horizontal, mais presque horizontal. Et là, ce qui est important sur ce graphique, c'est deux choses. Première chose, c'est cette notion de palier. C'est comme des escaliers, en gros. Si on a une prairie et qu'on monte vers une forêt, et qu'on descend vers une prairie, on retrouve, au bout de quelques dizaines, voire centaines d'années, l'état prairie initial. Et donc c'est ce qui définit ce niveau-là, c'est la quantité d'argile qu'on a dans le sol et la profondeur. Donc c'est comme des escaliers, on monte, on descend, mais à chaque fois les marches sont toujours à la même hauteur. Et puis c'est vraiment des différents paliers. Et là j'ai fait 3 paliers différents, mais en réalité il y en a peut-être tout plein entre deux. Par exemple, entre la prairie et la forêt, on aurait l'agroforesterie. Ou je sais pas, par ici on a un truc avec un peu d'herbe, et puis un arbre. Et puis du coup, comme c'est mixé prairie-forêt, c'est peut-être entre deux, enfin voilà. Mais pour simplifier, là j'ai fait 3 paliers. Première chose intéressante. Et deuxième truc qu'il faut absolument retenir aussi, c'est la forme de la transition d'un palier à l'autre, quelle que soit la direction, donc qu'on monte ou qu'on descende, ça va vite au début et plus lentement par la suite. Donc si on agrade en régénérant ou en plantant des forêts ou comme ça, et ça va vite au début, dès que les arbres commencent à s'installer et tout. Mais une fois qu'on atteint un état plus ou moins mature de la forêt, ça va très lentement. Et puis quand on déforeste ou quand on laboure, c'est pareil, au début ça va très vite. On perd énormément de carbone les quelques premières années après la transition. Et puis une fois qu'on a perdu pas mal de carbone, on arrive de nouveau à une sorte d'état stable où c'est plus difficile d'en perdre encore plus. Mais cela dit, tout dépend des pratiques. Parce qu'on voit que si on déforeste, on perd énormément au début, après ça se stabilise en gros dans la prairie. Mais là, on n'a fait que couper les arbres, concrètement. On n'a pas labouré le sol de la forêt. Si on labourait, si on déforestait et qu'on labourait le sol de la forêt, on aurait la descente qui se ferait très très raide au début et qui finirait par se stabiliser à l'étage encore en dessous, sans passer par l'état prairie. Voilà, j'espère que vous avez compris ça, parce que c'est vraiment, quand on conceptualise la matière organique et le carbone du sol, d'avoir ça en tête, ça aide énormément. Ok. Voilà. Donc, je vous parlais de ces paliers et qu'il y avait potentiellement des paliers entre deux et que c'était pas vraiment exactement un escalier machin, mais plutôt comme au début de la présentation, un truc sous forme de gradient où plus on monte, plus on a de végétation, puis plus on descend, moins on a de végétation, mais il n'y a pas de palier clair, c'est tout des sortes de micro-étages. Et ce qui illustre bien ça, c'est cette étude-là qui avait étudié le stock de carbone du sol avec différentes pratiques. On voit donc ça part de 1960 à 1995, donc c'était une étude plutôt long terme.
On voit aussi sur le graphique du bas que le taux de carbone avec des pratiques permanentes, donc qui ne changent pas avec les années, le taux de carbone il est plutôt stable, et ça reflète cette idée-là qu'un escalier, une marche d'escalier, c'est à peu près horizontal. Et puis, ce que ça illustre, donc en bleu, on a les prairies permanentes. En vert, on a 2 ans de blé, suivi de 4 ans de prairies. Et puis après, ça recommence, 2 ans de blé, 4 ans de prairies, etc. En jaune, c'est blé, 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 chaque année du blé, donc avec du labour. En orange, on a blé, avoine, jachère. Jachère, c'est le sol nu, tout simplement, avec rien de cultivé, donc c'est assez horrible, il faut pas faire. Et puis en rouge, c'est blé, jachère. Donc blé, jachère, blé, jachère, blé, jachère. Et on voit en fait que plus le sol est couvert de manière permanente, plus le carbone est haut. Et puis, donc on a le carbone qui est très haut avec les prairies permanentes parce que le sol est tout le temps couvert. On l'aurait encore plus haut si c'était une parcelle d'agroforesterie ou une parcelle de forêt. Et ensuite on descend, si on a 4 ans de prairies, puis 2 ans de blé, parce que le sol est quand même très couvert, mais il y a quand même des labours entre les prairies et le blé et entre le blé. Ensuite, si on n'a que du blé, le sol est toujours relativement couvert, sauf en fin d'été, mais on a quand même des labours réguliers. Puis après, orange, on a carrément une année sur 3 qui est sol nu, et puis en rouge, c'est une année sur 2, donc assez horrible. Ici, on a un graphique d'une étude qui montre les transitions. Donc encadré en rouge, c'était les éléments les plus intéressants. Si on verticalement, il y a le 0. Après, à droite du 0, il y a le positif, donc 0,4, 0,8 positif, et à gauche du 0, 0,4, 0,8, 1,2 négatif. Donc si on est à droite du 0, c'est qu'on gagne du carbone du sol. Et puis si on est à gauche du 0, c'est qu'on en perd. Et on voit que si on convertit un bois, donc une forêt en culture, on en perd, et une prairie en culture aussi, on en perd. Et là, l'ordre de grandeur, on voit qu'on perd plus si on convertit une prairie en culture qu'un bois en culture. C'est très dépendant du sol qui a été étudié. Et je pense que je vais revenir là-dessus tout à la fin, sur cette notion, sur cet aspect assez controversé en pédologie, qui est que certaines forêts contiennent moins de carbone que certaines prairies. Mais je reviens là-dessus à la fin. Je sais plus pourquoi j'ai mis ce graphique là maintenant. Ah oui. Donc en fait, on veut éviter ça, en gros. On veut éviter cette perte, sachant que c'est exponentiel, enfin logarithmique, et donc au début on perd énormément, et il faut essayer de faire la transition sans. Alors là, j'avais parlé un peu de pratiques alternatives. En gros, pour convertir une prairie en culture, on a 3 choix. Si vous en connaissez d'autres, mettez-les en description, parce que, à ma connaissance, il n'y a que ces 3-là. Je veux dire sans travailler le sol, évidemment. En non-travail du sol, il y a l'occultation soit plastique, soit organique, donc paillage, ou bien herbicide. Ça, c'est une jolie photo de chez nous. Nous, on a fait le choix. Alors, on a fait un compromis à court terme qui est de quand même utiliser des bâches pour certaines zones. Mais à long terme, on aimerait utiliser que le paillage, en fait. Et puis, il y a un souci avec le paillage, c'est le ratio. C'est que pour le moment, il faut que je refasse. Je referai des essais cette année pour voir comment on peut optimiser. Parce que j'avais fait des essais l'année passée, combien de mètres carrés il faut pour pailler et occulter et détruire la prairie d'1 mètre carré. Et la réponse est à peu près 10, ce qui est très très mauvais. Ça veut dire qu'on a littéralement 9 mètres carrés qui servent à rien. Même pas pour la biodiversité, vu que c'est de l'herbe fauchée, enfin voilà. Un peu pour la biodiversité du sol, mais bref.
Et j'ai comme l'impression, mais ça c'est vraiment basé sur une intuition à la louche, et c'est pour ça que je dis que je voudrais refaire les essais cette année, c'est qu'on pourrait peut-être descendre jusqu'à 4 pour 1 avec les bonnes pratiques, mais je ferai une vidéo sur le sujet. Donc à long terme, les buts sont de régénérer les éventuelles pertes. Ah oui, donc là, en fait, pour la présentation, j'avais admis que c'était quand même pratique de labourer. Sachant que le plastique, on peut pas en avoir à l'infini, que l'herbicide, c'est pas bien, et puis que le paillage, ben pareil, il faut une certaine surface pour générer le paillage. Donc, en admettant qu'on laboure quand même une année, allez, le but après, c'est de régénérer les pertes qu'on a engendrées par ce seul et unique labour, idéalement. Parce qu'après, ben, le but, c'est d'arriver à maintenir le sol cultivable et autonome en biomasse sans devoir relabourer ou réimporter du paillage. Donc régénérer les potentielles pertes et garder des niveaux élevés. Ça, je vous encourage à aller voir l'étude, c'est pas ultra concret et ultra utile, mais disons, c'est assez un truc qui a été repris dans pas mal de travaux sur le carbone du sol. Et en fait, les bonnes pratiques, ça c'est vraiment un guide des bonnes pratiques pour stocker du carbone. On va se focaliser, laisser tomber les entourés rouges et bleus, parce que c'est pas des sols très fréquents et des cas de figure très fréquents. Ou des trucs qui nous concernent. Le truc au milieu, on s'en fout aussi. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est les ronds bleus et jaunes. Ces deux. Donc, on voit les ordres de grandeur, et ça, c'est assez intéressant. Comme j'expliquais avant, l'ordre de grandeur de stockage du carbone pour l'agriculture de conservation, ça veut dire on laboure pas, c'est entre 100 et 1000 gigatonnes de carbone par année, j'imagine. Il faudrait que je relise l'étude pour avoir les unités, mais on s'en fout, en fait, c'est comparatif, à but comparatif. Donc on a entre 100 et 1000 de potentiel avec l'agriculture de conservation. Ça veut dire si on laboure pas, ça c'est le potentiel. Et si on regarde toutes les autres mesures, comme ça à vue d'œil, il n'y en a pas une qui dépasse 250. Alors que l'agriculture de conservation, ça va jusqu'à 1000. Donc en fait, le levier principal pour stocker, conserver et même régénérer, donc stocker du carbone, c'est de ne pas travailler le sol. Les couverts végétaux, c'est intéressant, mais un peu moins. Les systèmes de culture très diversifiés, ça ajoute aussi. De l'agriculture diversifiée, pareil. L'agroforesterie aussi, mais on voit que l'agroforesterie, entre 100 et 200, c'est quand même moins important que l'agriculture, enfin le fait de pas travailler le sol. Toujours à prendre avec des pincettes, évidemment. Je fais le lien avec ce que je vous ai promis d'expliquer à la fin. Contrôle de l'érosion un petit peu. Afforestation, c'est donc plantation d'arbres sur des terrains marginaux aussi un peu, et puis conservation de l'eau, parce que l'eau permet d'augmenter les rendements des végétaux, donc créer plus de carbone, enfin de stocker plus de carbone. Et du coup, j'ai fait la conversion, là sur la droite, on voit toutes les mesures en fait résumées en 2 mots. Donc sol pas perturbé, sol couvert, diversifier, planter des arbres, sol couvert, planter des arbres, sol couvert. On enlève tous les doublons et il nous reste sol pas perturbé, sol couvert, diversifier, planter des arbres. Et ça, c'est en gros les 4 mesures piliers. Si on suit ça, on est presque sûr, sans faire d'analyse, qu'on est en train soit de conserver au minimum, ou même peut-être d'augmenter le carbone de notre sol. Et ça, c'est une citation que j'avais reprise d'une étude de 2018 qui résume bien cette notion-là. C'est qu'en fait, ce qu'il faut viser, c'est ce que j'ai mis en gras, perenniality, la pérennité, j'imagine. L'aspect pérenne, en fait, de nos systèmes de culture. Ça veut dire que plus c'est permanent, plus ça pousse en permanence, plus c'est couvert, plus c'est diversifié, plus c'est... Bref,
plus ça pousse en permanence, mieux c'est. Oh, c'est joli. Euh, Ça, c'était moi avec Thierry Zaltzman, que vous connaissez probablement si vous avez vu Les Racines de la Souveraineté. Et puis à gauche, c'est Frédéric Thomas, qui est venu faire un tour en Suisse. Et puis là, on visitait les couverts végétaux de Thierry Zaltzman, qui étaient particulièrement bien réussis cette année-là, hyper dense. C'est franchement, avec les contraintes qu'ils ont en agriculture de conservation, assez difficile de faire mieux que ça. Thierry nous avait dit qu'il avait bien mis bien plus que ce qu'il fallait de semences au mètre carré. Un des facteurs de réussite, parce qu'il y en a bien d'autres. Euh, ouais. C'était sympa. En plus, il y avait un petit arc-en-ciel. Ok, donc ça m'amène à la question finale et la question qui a- qui m'a dirigé un peu dans mes recherches. Est-ce qu'il y a un surplus de carbone? Est-ce qu'il y a un endroit où il y a tellement plus que je peux en prendre un petit peu sans que ça dérange pour en mettre plus ailleurs? Et j'avais mis en anglais, est-ce que c'est possible de faire en sorte que la zone plate soit pas si plate? Est-ce que c'est possible, si je reprends mon joli dessin avec les escaliers là, de par exemple partir de la prairie, d'arriver vers la forêt, mais au lieu que la forêt ce soit plat, faire en sorte que la forêt ou l'agroforesterie ou ce qu'on veut tout en haut là, ce soit une pente légèrement, enfin légèrement parce qu'on va pas être trop prétentieux, légèrement montante au fil des années. Et donc qu'avec le temps, en fait, la quantité de matière organique du sol continue de monter année après année. Euh, et puis ça, on connaît, par exemple, vous avez sûrement entendu parler de la Terra Preta en Amazonie, où les tribus indigènes, pendant plusieurs centaines, je crois que c'était 1 ou 2 milliers d'années peut-être, ils avaient mis dans le sol en fait leurs résidus de feu, carbone, purée, charbon, excréments, tessons de poterie, etc. Et puis effectivement le carbone du sol avait augmenté presque indéfiniment jusqu'à leur colonialisation, bref. C'est intéressant d'aller voir, de se renseigner là-dessus, mais j'ai pas pris beaucoup de temps pour le faire encore. Ce que je voulais dire, c'est que eux l'ont fait, mais avec l'aide du charbon. Puis le charbon, c'est de la matière organique ultra stable, qui a même pas forcément tendance, de ce que j'en connais, à se lier à la matière minérale, qui fait qu'en fait c'est la matière organique qui sert en gros qu'à la rétention d'eau et à la peut-être la porosité du sol. Mais disons que pour la circulation des nutriments dans le sol, c'est pas, à ma connaissance, super utile.